Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus et de vous intéresser à cette question d'héritage des JOP dans la période actuelle, puisque comme on a pu le constater et comme on l'a vécu, on a effectivement eu des beaux Jeux olympiques et paralympiques avec un beau spectacle, des belles performances, mais aussi un engouement populaire malgré des couacs au début, notamment sur la vente des billets. Parce que c'était assez considéré comme assez cher et effectivement inaccessible pour une certaine partie de la population. Mais en tout cas, on a pu voir cet été aussi de nombreuses animations liées aux Jeux olympiques et paralympiques et en tout cas à disposition ou en tout cas à destination des jeunes sur le territoire. Et donc on peut considérer aujourd'hui, c'est la première fois en tout cas qu'on en entend aussi parler, le sport comme un fait culturel. Et pour nous, en tout cas, le SNEP, c'est quelque chose d'important de savoir comment aujourd'hui, du coup, pour répondre, comment on entretient ce fait culturel, la culture sportive, et comment on répond aux nouvelles demandes et à la demande, puisque on sait aussi que à de nombreux endroits, on ne pouvait déjà pas répondre à la forte demande d'accès aux pratiques physiques et sportives. Euh, on sait que, il y a notamment un enjeu d'accès à la culture sportive parce que il existe des inégalités qui sont liées et à l'origine sociale et ou au genre. Ça fait plusieurs années que nous, au niveau du SNEP FSU, on dénonce le manque d'investissement pour l'éducation physique et sportive, le sport scolaire et le sport, en sachant que l'éducation physique et sportive est la discipline scolaire et obligatoire, et donc le premier lieu d'accès à la culture sportive et de lutte contre les inégalités. Et à titre d'exemple, on sait, ça c'est des études faites et par l'ONAPS et par l'ANSES, le niveau de sédentarité est plus élevé dans les milieux sociaux les plus défavorisés. Et donc, évidemment, derrière, on sait aussi qu'il y a des enjeux de santé. Selon l'ANSES, il y a 66% des 11-17 ans qui dépassent les deux seuils liés et au temps d'écran supérieur à 2 heures et autant d'activité inférieure à 60 minutes. Donc ça, ce sont des données, comment dire, qui, bref, on sait aussi que les filles sont les moins pratiquantes dans le monde fédéral, puisqu'il y a 62% de garçons, d'hommes qui sont licenciés et seulement 38% de filles. On sait à travers toutes ces données, effectivement, qu'il y a des inégalités d'accès fortement marquées. Et donc, en tout cas, pour nous, il y a un fort enjeu à réduire ces inégalités, qu'elles soient liées au genre ou aux catégories socioprofessionnelles. Donc, on va reprendre un certain nombre de d'annonces d'Emmanuel Macron dans le cadre de l'héritage des Jeux et euh, et pas que pour démontrer que rien n'est fait en ce sens. Le premier point, c'est depuis 2017, il y a eu plus de 1000 postes supprimés en éducation physique et sportive. Et quand on supprime 1000 postes de PS, pardon, on supprime aussi 1000 forfaits d'associations sportives. Or, on sait que euh, le sport, enfin ce que je vais globalement appeler le sport scolaire, le sport à l'école, via l'association sportive et donc via la fédération de l'Union nationale du sport scolaire, c'est vraiment un formidable lieu pour développer la pratique sportive à moindre coût. Et notamment, il y a plein de sportifs médaillés et de sportives médaillées qui ont fait référence et à l'EPS et au sport scolaire. Or, donc Emmanuel Macron a supprimé euh, 1000 postes de PS, 1000 forfaits de PS, d'AS, pardon. On voit aussi qu'à la rentrée, et malgré tout ce qui est dit, nous, on a sur un échantillon, en tout cas assez quand même représentatif de 1000 réponses à notre enquête, on a plus de 1500 heures non assurées en éducation physique et sportive en cette rentrée, dont on ne sait pas évidemment
si sur le long terme, elles vont vite être remplacées ou pas, puisque la politique, en tout cas, de suppression de postes, 8000 postes de manière générale depuis 2017, ça engendre évidemment, vous savez, alors eux, ils se cachent derrière un certain nombre de choses, mais en tout cas des blocs de moyens provisoires, des petits blocs ici ou là, qui engendrent des difficultés, en tout cas, à remplacer, parce qu'en fait, vous appelez les profs à faire 3 établissements à différents endroits, 5 heures par-ci, 5 heures par-là. Et donc, c'est plus compliqué, en tout cas, dans le système de remplacement. Dans ce qui est dans les annonces, en tout cas, qui ont été faites dans le cadre aussi de l'héritage des jobs, c'est la question des équipements sportifs. Les équipements sportifs, c'est le nerf de la guerre pour les profs de PS, comme dans le milieu évidemment fédéral. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ce sont nos salles de classe. Voilà. Et aujourd'hui, les grandes, comment dire, vous savez, Emmanuel Macron a développé, enfin, je sais pas, développé, il y a eu le plan des 5000 équipements sportifs, enfin, des 5000, comment dire, structures. 5000 structures, sauf que ces 5000 structures, en fait, ça sera inaccessible et inutilisable pour les clubs sportifs comme pour les scolaires. Sauf évidemment, la question des dojos, c'est le président de la Fédération sportive française de rugby qui l'a dit aussi, évidemment, les dojos seront utilisables par les clubs sportifs de rugby, de judo, pardon, excusez-moi, seront utilisables par les clubs, mais nous, on l'utilise très peu dans les cadres scolaires. Et surtout, en fait, sinon, ce sont des skateparks, des city-stades, et donc inutilisables pour les scolaires, puisque quand vous avez un terrain de 3-3 en basket, quand vous avez une classe de 35, eh bien, vous ne faites pas du basket en 3-3. Vous développez parfois cette pratique en classe, mais vous avez évidemment plusieurs terrains, pas un seul. D'autre part, il faut savoir quand même que ces structures, donc dans ces 5000 structures, euh, tout ce qui est structure comme justement les skateparks ou les city-stades, c'est très genré. Parce que, y compris, ce sont essentiellement, on le sait, sociologiquement, les garçons qui utilisent ce genre de structure et qui donc occupent cet espace-là. Donc nous, c'est tout ce qu'on dénonce, c'est-à-dire que certes, il y a eu un investissement, on va pas le nier, mais en l'occurrence, ça sera inutilisable pour les scolaires et pour les clubs sportifs dans la majorité des cas. Euh, Si on continue dans ce sens, on a la question des piscines. Aujourd'hui, vous avez 10% des élèves qui n'iront jamais de leur scolarité à la piscine. Or, on sait que le savoir nager est une priorité nationale et en fait, les élèves n'y vont pas, faute de piscine à proximité, mais aussi aujourd'hui avec le développement des comment dire, des délégations de services publics, des piscines qui sont gérées par des délégations de services publics. Et on l'a vu pendant la période Covid, vous savez, il y a eu un certain nombre d'équipements sportifs, de piscines qui ont été fermées. Mais aujourd'hui, dans ces piscines délégations de services publics, eh bien en fait, les tarifs sont devenus trop élevés pour les scolaires. Donc, on ne peut plus emmener les élèves à la piscine. Donc nous, bien évidemment, pour nous aujourd'hui, alors ça, on savait aussi que avant les résultats, que ce soit en natation ou en paranatation cet été, les clubs de natation affichaient complet et il y avait des listes d'attente longues comme le bras. On sait que en cette rentrée, et on a déjà eu des retours, c'est pire que les autres années. Et donc, encore une fois, on peut se dire que on sait que le savoir nager est quelque chose qui est essentiel, notamment dans les familles de CSP plus, et qui vont pouvoir envoyer leurs enfants en dehors du cadre scolaire et payer des cours particuliers, par exemple, et que bah, pour tous les autres, seule l'école peut apporter ça. Et que aujourd'hui, on voit bien que ça ne sera absolument pas le cas. On a toujours, alors nous, dans les premières remontées qu'on a, on a encore une augmentation, c'est-à-dire qu'on a 15% des collèges qui nous répondent que les élèves n'iront pas à la piscine.
Et en plus, aujourd'hui, même quand les élèves, quand des collèges répondent qu'ils vont à la piscine, les choix sont faits de n'emmener que les non-nageurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement de cette activité, de ce sport, au-delà de l'aspect savoir, ce qu'on appelle le savoir nager en sécurité, et on ne va pas au-delà. Donc, pour nous, c'est problématique. Et la question de l'investissement, en tout cas, dans la construction d'équipements sportifs euh, pour l'ensemble des pratiquants dans le cadre scolaire et hors cadre scolaire est un investissement qui doit se faire sur un plan pluriannuel qui n'est pour l'instant pas envisagé et qui va avoir du mal à voir le jour s'il n'y a pas, en tout cas, un choix clair fait par le futur gouvernement d'investir à hauteur aussi de 50% pour nous, en tout cas, dans un plan pluriannuel, parce que seules les collectivités territoriales ne pourront pas investir. On est clair là-dessus. Il y a le budget des collectivités territoriales a été largement amputé depuis de nombreuses années. Et comme ça incombe aux collectivités territoriales, si cet investissement n'est pas fait par le gouvernement, par l'État, d'accord, il ne pourra rien en ressortir. Et surtout, comment dire, ce dont on est sûr aussi, c'est que dans les projets qui ont été faits, il y a 11% de diminution du budget pour le sport, et surtout que tout ce qui concernait le budget spécifique JOP, euh, va se résorber au fur et à mesure. Si on veut que des investissements soient faits dans le cadre des politiques publiques pour le sport, dans le cadre des investissements pour les équipements sportifs, alors il faut maintenir un budget et pas seulement le maintenir, mais aussi l'augmenter si on a vraiment en tête l'idée du développement de la culture sportive. Dans les comment dire, toujours dans les faits et dans les constats par rapport à toutes les annonces et la communication, euh, toutes les réformes qui ont été faites depuis 2017, donc depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, ce sont des réformes qui sont venues amputer les possibilités d'accès à l'UNSS, mais aussi qui sont venues impacter directement le fonctionnement de l'éducation physique et sportive. Si on prend la réforme des lycées, par exemple, en 2019, on avait déjà quelques problèmes sur l'accès des élèves lycéens le mercredi après-midi, et je parle même pas pour l'instant des lycées professionnels, hein, au sport scolaire. Et aujourd'hui, la multiplication, en fait, avec l'enseignement des spécialités et l'alignement en barrette, hein, la confection des emplois du temps, eh ben, les élèves de lycée peuvent très peu accéder, de moins en moins en tout cas, accéder au sport scolaire le mercredi après-midi. Donc, si on veut développer enfin, si on veut développer la question du sport, il faut aussi revenir sur la réforme Blanquer. Alors, pas que sur cet aspect-là, mais pour nous, ça fait partie, en tout cas, des demandes que l'on fait, puisque la libération des cours le mercredi après-midi pour le sport scolaire est normalement dans les textes et fortement incité, de même que la libération du jeudi après-midi à l'université et dans le supérieur pour la Fédération française du sport universitaire, pour que tous les jeunes puissent avoir accès à ça. Sur la réforme collège de l'année dernière. Nous, on a fait une enquête aussi. Donc, vous avez l'enquête du SNES qui donne les chiffres sur qui a appliqué ou non les groupes de besoins de niveau, hein, ça. Mais nous, on a vu les impacts directs sur l'organisation de l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires. La mise en place des groupes de besoins a impacté directement l'éducation physique et sportive par plusieurs biais. D'une part, l'obligation de barrette pour les groupes de besoins a bougé les emplois du temps en éducation physique et sportive. Quand dans des établissements scolaires, donc ça existe, hein, nous c'est les résultats de notre enquête, il y a des établissements scolaires où on a demandé à des professeurs de PS bah, de changer leur créneau d'accès à la piscine, par exemple, pour le savoir nager.
Eh ben, on leur a demandé de bouger, on a mis en place des barrettes de maths ou de français, mais en attendant, les profs n'ont pas récupéré d'autres créneaux pour la natation. Pour pouvoir mettre tout ça en barrette, il y avait par exemple des créneaux d'AS sur les temps du midi. Eh bien, ces créneaux d'AS-là, pareil, supprimés. On ne peut plus, puisqu'ils ont été récupérés pour mettre en barrette. On sait hein, que tout ce qui est mis nous, les emplois du temps des professeurs DPS, c'est normalement été fait en premier, puisque nous, on est dépendant des installations sportives et des horaires. Et donc, à un moment donné, eh ben, tout ce qui vient impacter les emplois du temps dans les établissements scolaires impacte d'autant plus l'éducation physique et sportive. Et d'autre part, euh, sur, euh, sur la réforme des collèges, dans les impacts qu'on a vus, bah, on a en fait euh, aussi, comment dire, les moyens n'ont pas été attribués en conséquence dans les établissements scolaires, eh bien, on a pris des moyens sur les dispositifs existants. Par exemple, le soutien en natation, du dédoublement en escalade. Eh bien, tout ça, ça ne peut plus exister puisque ces moyens-là ont été pris pour faire fonctionner les groupes de besoins ou de niveau. On l'avait dénoncé en amont. On savait que l'éducation physique et sportive serait touchée par les groupes de besoins. Et aujourd'hui, on le constate directement avec les remontées que nous avons. Et autre impact aussi, vous savez que en collège, de la cinquième à la troisième, on fonctionne avec 3 heures. Souvent, on fonctionne en 2 heures de cours plus 2 heures quinzaine, par exemple, ce qui est pour nous beaucoup plus pertinent que 2 heures plus 1 heure. Et donc, pour les cinquièmes, le premier impact, c'est que dans nombre d'établissements, on a dû revenir à 2 heures plus 1 heure. Voilà. Et donc, la réforme du collège, pour le coup, a impacté directement le fonctionnement de l'éducation physique et sportive, à son détriment, bien évidemment. Euh, sur tous les dispositifs encore qui ont été mis en place par Emmanuel Macron et qui viennent pour le coup à l'encontre de toutes les annonces qu'il veut faire sur la question de l'héritage des JOP et la nation sportive qu'il avait annoncé. Les dispositifs, activité physique, 30 minutes d'activité physique quotidienne et 2 heures de sport en plus au collège. Sur le dispositif 30 minutes d'activité physique quotidienne, nous on le dénonce depuis le départ. De toute manière, c'est venu se mettre en lieu et place de l'éducation physique et sportive. Ça ne s'est pas rajouté à l'éducation physique et sportive. Et évidemment, on est dans le cadre de l'école et il n'y a aucun euh, apprentissage, il n'y a aucun objectif à l'activité physique quotidienne, hormis faire bouger les élèves. Pour nous, plutôt que de faire ce dispositif-là, il aurait mieux fallu renforcer l'éducation physique et sportive dès l'école primaire, à travers, en tout cas, une organisation des journées de l'école et surtout à travers la formation des professeurs des écoles qui ont, comment dire, ça a été divisé par 3, la formation dédiée à l'éducation physique et sportive pour les professeurs des écoles. Donc effectivement, aujourd'hui, les professeurs des écoles confrontés à toutes les injonctions, notamment sur les savoirs fondamentaux, eh bien, ils mettent des priorités et du coup, l'éducation physique et sportive passe bien évidemment euh, après. Et les 30 minutes d'APQ sont plus faciles à mettre en place puisqu'il n'y a pas besoin d'installation sportive, il n'y a pas besoin de matériel spécifique, pas d'apprentissage à construire. Et donc, c'est plus facile à mettre en place. Et on a bien vu dans de nombreux endroits que ça se fait au détriment direct de l'éducation physique et sportive à l'école primaire, alors que c'est un lieu, évidemment, où la pratique est quand même un enjeu fondamental. La question du dispositif 2 heures de sport, en plus au collège. Donc, vous savez que c'est un échec total par rapport à ce qui avait été annoncé au départ. Il y a une étude de l'INGEP l'année dernière. Normalement, c'était dédié à des élèves qui étaient en situation de décrochage de la pratique. Finalement, ça n'a concerné que 10%, c'est-à-dire que dans ceux qui ont participé, puisque le dispositif déjà n'a pas fonctionné comme il le voulait, seuls 10%
du public, seuls 10% étaient concernés vraiment, le public cible était concerné. C'est-à-dire que tout le reste, c'était déjà des élèves sportifs. Ce dispositif-là n'était absolument pas normalement dédié à ces élèves sportifs, mais bien pour les élèves décrocheurs de la pratique. Depuis le début, nous, on dit non, il faut mettre en place, en tout cas, le 2 heures, pour nous, c'est les 4 heures de PS sur toute la scolarité. Ça répond pour le coup à tous les objectifs et vous touchez l'ensemble des élèves. Donc, ça, nous, on a dit aussi, ils ont voulu faire rentrer comment dire, et ça, c'est pareil, hein, c'est la nouvelle des GESCO qui l'a dit il y a pas longtemps. C'est formidable parce qu'on fait rentrer à l'école des intervenants extérieurs puisque ce n'étaient pas les profs de PS qui étaient le pilier de ce dispositif. Or, nous, on sait par exemple que pour amener des élèves, notamment les décrocheurs, à une nouvelle pratique, ce sont bien les profs de PS qui sont le premier pilier pour le faire. Et vous savez, et dans le cadre de l'association, ça se fait notamment dans le cadre de l'association sportive. Et, et ce dispositif 2 heures de sport, il est venu, pareil, en concurrence, se mettre en concurrence avec l'EPS ou avec l'association sportive, puisqu'il nous a pris aussi des créneaux. Ça a été vu à plusieurs endroits. Et il est venu se mettre en concurrence aussi avec les sections sportives. Donc, tout ça fait que, encore une fois, les deux dispositifs dont Emmanuel Macron se vante aujourd'hui pour développer la pratique du sport à l'école, en réalité, il est venu en concurrence avec la- le premier lieu de pratique sportive existant, c'est-à-dire l'éducation physique et sportive. Euh, d'autres petits points, hein, si jamais il y avait vraiment une vraie volonté de développer la culture sportive, pourquoi lors du projet de la réforme de la formation initiale l'année dernière, on supprime des épreuves orales, l'éducation physique et sportive au concours de professeurs des écoles? Et pourquoi pour le CAPEPS, donc pour les professeurs de PS, on supprime 2 épreuves pratiques et l'épreuve orale dédiée à l'épreuve avant de pratique de ce qu'on disait de spécialité. Donc ça, c'était quand même le projet de formation initiale. Pour l'instant, c'est suspendu, mais on ne sait pas ce qu'il en sera. Mais si on a vraiment enfin, la volonté de développer la pratique sportive, pourquoi, dans le cadre de la formation initiale, alors on supprime tout ce qui a trait à l'éducation physique et sportive de manière spécifique? Euh, dans les... je continue. Dans, C'est parti. dans les, comment dire, dans ce qui existe, dans les différents dispositifs encore, euh, l'année dernière, il y a, comment dire, la focale sur et l'obsession gouvernementale sur les remplacements de courte durée. Les remplacements de courte durée, pour nous, c'est aujourd'hui l'empêchement pour les profs de PS de se déplacer, par exemple, sur des compétitions UNSS à la journée puisque à de nombreux endroits, les chefs d'établissement ont refusé les déplacements sur la journée quand les profs de PS avaient cours le matin, parce qu'ils n'étaient pas en capacité de remplacer leurs cours. On rappelle juste que pour les profs de PS, il y a une contrainte supplémentaire quand on demande de remplacer ces cours, c'est la question des installations sportives. On les a pas tout le temps. Les créneaux, on voit bien à quel point la situation est très tendue. Et donc, eh bien, on a interdit à des profs de PS de se déplacer sur des compétitions UNSS avec leurs élèves parce qu'ils ne pouvaient pas remplacer leurs cours. Encore une fois, dans le cadre du développement de la pratique, pour nous, c'est un vrai problème. Euh, dans les, quand on prend aujourd'hui, quand on prend aujourd'hui la question des effectifs de classe, donc pour nous, il y a une augmentation, on le voit.
on est au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Bon, les derniers chiffres sont sortis. Mais quand vous passez, par exemple, dans certains établissements de 35 élèves par classe à 39 élèves par classe en lycée, ou quand en collège, maintenant, quasi, dans plein de collèges, alors vous êtes à 30 élèves, bien évidemment, vous diminuez le temps de pratique des élèves. Quand vous pouvez, enfin, quand vous, à une classe à 25, quand vous avez trois lignes d'eau, quand vous avez 35 élèves, c'est pas la même chose en termes de fluidité, en termes de pratique pour les élèves. Vous faites moins passer les élèves euh, quand ils sont 35 ou quand ils sont 25. Ça, c'est une évidence. Donc, plus on va augmenter les effectifs par classe, moins les élèves vont pouvoir pratiquer. Et ça, c'est parfois, enfin, ça fait partie des choses qu'on dit, mais à intégrer le fait que en éducation physique et sportive, ça a aussi une connotation particulière. Dans les langues, souvent, dans les langues à l'école, on dit souvent, bah, il faut pas dépasser 30 parce que sinon les élèves peuvent moins pratiquer. C'est vrai, on a besoin de l'oral. Et ben en éducation physique et sportive, c'est pareil. Si vous pratiquez peu ou pas, bah c'est compliqué. L'apprentissage en éducation physique et sportive, il ne se fait pas. Voilà. Euh, et enfin, quand on parle de la considération, on va dire, des profs, des professeurs d'éducation physique et sportive à l'école, euh, eh bien, faut savoir. Alors ça, c'est pas ah si, c'est sous Emmanuel Macron. On avait quand même nous des seuils, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas enseigner plus de 6 heures par jour. Parce que au-delà de 6 heures en éducation physique et sportive, vous avez des problèmes de vigilance. Et aujourd'hui, cette circulaire-là, elle a été abrogée en 2018 et on n'arrive pas, par exemple, à la faire réintégrer. On a gagné quelque chose sous Emmanuel Macron, par contre, avec Jean-Michel Blanquer, c'est cette question de l'enseignement de spécialité en éducation physique et sportive, donc le PPCS. Et pour cet enseignement de spécialité, par exemple, alors que tous les autres profs euh, ont une pondération en lycée, eh bien nous, les professeurs de PS, on n'y a pas le droit. Donc, vous êtes enseignant comment dire, il y a des spécialités où, par exemple, en art danse ou en EPPCS, où par exemple d'autres professeurs peuvent intervenir, d'autres disciplines, vous avez la pondération, mais quand vous êtes professeur de PS, vous n'avez pas cette pondération. Et donc, c'est quand même problématique aujourd'hui de se dire que les profs de PS, finalement, sont moins considérés que les profs des autres disciplines. Et ça, c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent. Et si le ministère de l'Éducation nationale ne prend pas aussi d'autres dispositions pour reconnaître les professeurs de PS, bien évidemment, dans la population, on sait, la reconnaissance ne se fait pas non plus. Euh, Ensuite, si on veut, comment dire, aller sur la question des programmes en éducation physique et sportive et sur la question de la culture sportive et qu'est-ce qu'on veut développer chez les jeunes. Eh bien, nous, il y a quelque chose sur lequel aujourd'hui on dit stop parce que ce sont des dérives. Vous avez la question de la dérive autour de l'objectif de la santé quand on parle d'éducation physique et sportive, parce que ça n'a pas les mêmes objectifs que quand on parle de culture sportive. Pour nous, le PS répond aux deux, mais il y a aussi aujourd'hui une obsession sur la question du développement des compétences méthodologiques et sociales. Et donc, par exemple, quand on prend le baccalauréat, vous avez une répartition des points au baccalauréat pour les élèves, de 12 points qui vont concerner la pratique motrice, et puis 8 points sur les compétences méthodologiques et sociales. Et donc, il y a aujourd'hui quelque chose qui se fait, même si pour nous, on ne les nie pas, et l'EPS a un fort rôle à jouer, mais il y a un enjeu quand même à remettre la pratique physique et motrice au centre de l'éducation physique et sportive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, on a toujours dans le cadre des programmes, notamment du DNB et du bac, aujourd'hui, on n'a pas d'épreuve
au diplôme national du brevet en éducation physique et sportive. C'est-à-dire qu'on est noyé dans le socle commun et on participe à quelque chose, mais en aucun cas, il y a quelque chose de dédié à l'éducation physique et sportive. Donc, sur le court terme, il y a des choses à faire qui ne coûtent pas beaucoup d'argent. Il y a des choses à faire qui coûtent de l'argent pour en tout cas répondre aux besoins et à la demande sur la question d'accès pour toutes et tous à la culture sportive. Et Tu peux respirer. je te laisse compléter. Non, non, mais t'as été très complète. Donc, vous avez bien compris que nous, enfin, pour cette année de grande cause nationale et d'héritage, l'objectif pour nous, c'est d'essayer de donner corps à tout ça et de gagner réellement un héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et pour le coup, on peut pas considérer, on a fait une grande partie sur l'EPS parce que c'est notre cœur de cible, très honnêtement, mais on peut pas séparer la question du sport dans la société et la question de ce qui se passe en sport à l'école. Je vais dire ça rapidement. S'agissant du sport scolaire, de l'EPS, des sections sportives, etc., etc. Il y a quand même pas mal de dispositifs. Le sport, tu as dit, c'est un fait culturel, mais je crois que cette question-là, journalistiquement, je pense, honnêtement, c'est la question du regard que portent nos concitoyens sur le sport qui a travaillé en profondeur. Euh, Je pense que les Jeux ont été une formidable vitrine pour ça, très honnêtement. Voilà, on a, par exemple, sur les Paralympiques, on n'a plus regardé le handicap, on a regardé le sportif. Le sportif était porteur de handicap, certes, mais c'est pas le handicapé qu'on regardait, c'était le sportif et les performances qu'il faisait. Il faut changer de regard parce que quand on voit un président de la République qui se met en scène avec ses gants de boxe là, qui dit à la population française, faites 30 minutes ou 1 heure de sport par jour, l'image qu'il véhicule, c'est ce que permet le sport, c'est-à-dire la santé, le bien-être, le défoulement, mais pas ce qu'est le sport en termes d'inventivité humaine, en termes de technique, en termes de génération d'émotions, etc. Voilà, donc il y a un transfert, et ce transfert, on le retrouve à l'éducation nationale, comme tu en as parlé, par le jeu des compétences méthodologiques et sociales. C'est-à-dire qu'on le cœur des apprentissages, c'est plus les APSA, mais ce sont les grandes compétences. Voilà, qu'est-ce que le sport permet? Mais pas qu'est-ce que le sport est et qu'est-ce qu'il apporte dans la culture de chaque élève. Donc c'est ce regard-là qu'il faut qu'on arrive à transformer, parce que si on veut amener les jeunes à la pratique, il va falloir aussi transformer le regard que portent les parents sur la pratique. À un moment donné, je pense que ça c'est important. Et dire à un moment donné aussi que la pratique physique, ça participe du développement cognitif. Il est quand même surprenant. Nous, on a toujours considéré l'EPS, par exemple, comme une voie originale de réussite. Mais il suffit de regarder ce qu'on a dans nos classes. Quand on a des sections sportives scolaires ou des sports-études ou le PPCS, en général, ce sont parmi les meilleurs élèves du lycée ou du collège. Il y a quand même quelque chose qui se joue à travers la pratique physique, autre que simplement aller gigoter. Voilà, pour le faire vite. Qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport à ce que tu as dit? Là, en ce moment, très honnêtement, on a entamé un travail avec différents parlementaires pour que la question de l'héritage puisse être réelle et que qu'on parvienne à construire une loi d'orientation et de programmation pour le sport. Une véritable loi d'orientation et de programmation et pas simplement la loi héritage que nous avait promis AOC. Oudéa Castéra, je cherchais le nom, excuse-moi. AOC, ça m'est revenu tout de suite, mais pas Oudéa Castéra. Parce que là, on le voit bien, justement, il suffit de regarder un peu la composition de la fameuse commission héritage là, qui vient d'être créée. On voit quoi? On voit très peu de diversité dans cette commission. On voit une espèce d'entre-soi qui finalement va peut-être travailler sur ce que pourraient être des grands événements sportifs à l'aune des réussites ou des échecs des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais qui va pas travailler sur quelque chose de fondamental, sur la place et le rôle du sport dans notre société. Et donc c'est un peu là-dessus qu'on travaille un petit peu avec quelques parlementaires. Là, on a commencé, hein, on a en ébauche de travail, on en a rencontré plusieurs déjà, qui sont aussi sur cette optique d'essayer de développer un petit peu. Parce que tu parlais tout à l'heure aussi des inégalités en milieu culturel de genre. Moi, je rajouterais une inégalité criante, c'est celle de l'accessibilité des handicapés.
enfin, des jeunes ou des gens porteurs de handicap, quel que soit le handicap, la nature du handicap. Parce que là, ce qui se joue, c'est l'effectivité du droit au sport. C'est un droit, le sport, logiquement. Et donc voilà, on a toutes ces choses-là. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que travailler effectivement sur la question du handicap de manière particulière, l'accessibilité aux installations sportives, le coût, quand vous allez en club ou en association, parfois les coûts sont prohibitifs. Donc, reparler de la question du passe sport, essayer de l'augmenter, de simplifier les démarches pour que tout le monde puisse avoir accès très facilement à une association ou à un club. Et puis les questions d'accessibilité, tout ce qu'on gagnerait sur les personnes porteurs de handicap, à mon avis, on le gagnera pour l'ensemble de la population, qu'elle soit scolaire ou pas scolaire. Et donc, c'est peut-être là-dessus que moi, je pense qu'il faudrait qu'on appuie plus. Je te dis en même temps, mes camarades, c'est pour ça. Voilà, pour pouvoir essayer de gagner un petit peu, un petit, un petit quelque chose qui est du corps et de la consistance, quoi. Voilà. Moi, j'irai pas plus loin parce que tu as fait un tour extrêmement complet. Alors, vous avez là-dedans, de toute façon, les revendications qu'on porte spécifiquement pour le sport et pour le PS, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais une dernière chose que je voulais dire, parce que sur les annonces de Macron, moi, je n'ai vu que la question du 14 septembre faire la grande fête du sport, que chose qu'on avait déjà connue par le passé, hein, qui revient. À titre personnel, j'ai rien contre un événementiel. C'est toujours quelque chose qui attire et qui permet aussi à certains de se dire, bah tiens, pourquoi pas, pourquoi j'essaierai pas ça. Mais si en amont, on n'a pas travaillé de véritables politiques publiques pour développer des associations, pour aider les bénévoles, pour mailler le territoire plus efficacement et plus largement, enfin tout ce qui pourrait amener à une pratique physique, sportive et artistique dans l'ensemble de la population, quel que soit le territoire et quel que soit le lieu où vous vivez et qui vous êtes, l'événementiel en lui-même, ça sera qu'un événementiel, quoi. Ça sera un coup d'épée dans l'eau. Oui, enfin, juste parce que c'est vraiment, pour nous, en fait, il y a en face de nous un professionnel de la communication. C'est-à-dire, on pourrait se dire, bah voilà, il faut profiter effectivement de cet événement qui a, pour le coup, on l'a dit, hein, bien marché avec un spectacle sportif qui a quand même, voilà, il y a eu de l'engouement et pour nous, c'est une bonne chose. Euh, mais aujourd'hui, là, Benoît, j'ai oublié d'en parler. Benoît parle des élèves en situation de handicap. Quelles sont les seules disciplines, quelle est la seule discipline aujourd'hui pour laquelle tous les élèves en situation de handicap n'ont pas d'AESH? C'est en éducation physique et sportive. Parce que on a eu beau créer, comment dire, un certain nombre d'emplois sur les AESH parce qu'il y a un vrai besoin, mais cette question de l'inclusion, si on n'y met pas les moyens, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Et pour le coup, la seule discipline où il y en a pas, où il n'y a pas d'AESH, c'est en éducation physique et sportive. Et il n'y a pas d'investissement sur du matériel adapté. Et donc après, la question des équipements sportifs, on n'en parle pas parce qu'évidemment, c'est une condition sine qua non. Mais si le prof d'éducation physique et sportive n'est pas aidé, si l'élève n'est pas aidé, ah, parce qu'en plus, pour le coup, avec le corps, c'est la seule discipline qui met le corps en jeu. Et pour ces élèves-là, il y en a d'autant plus besoin et on a d'autant plus besoin d'être accompagné. Donc, bien évidemment, il y a la question de la formation des AESH et la question de la formation des professeurs d'EPS aussi à ces questions-là. Donc, cette question de l'inclusion, elle est importante. C'est la question des effectifs de classe, parce que Oui, à 30 ou 35, oui, vous avez ça fait partie des choses qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez une classe à 20, à 25, vous avez un élève en situation de handicap, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Quand vous en avez 35 ou 39, ça devient beaucoup plus compliqué aussi. Donc, voilà, il y a cette question-là. Il y a la question, alors j'ai oublié de faire un petit point tout à l'heure, mais c'est la question aujourd'hui, quand on parle des effets de com. Vous vous souvenez des 16 millions pour les pièces de 2 euros et du livret? Et en attendant, alors ça concernait le primaire, mais en attendant, nous, sur l'UNSS aujourd'hui, ils veulent absolument faire des économies parce que il y a eu trop d'argent dépensé, notamment sur des cabinets de conseil, hein, soyons clairs. Et donc, ils réduisent les dépenses au détriment de la pratique des élèves. Aujourd'hui, il y a des vrais enjeux hein, sur l'UNSS, alors que si jamais il y avait une vraie volonté, on investirait dans l'UNSS. On rappelle que l'UNSS, voilà, enfin, on l'a dit, c'est un outil de développement du sport parce que enfin, c'est pas cher aussi. Et ça, c'est important
enfin dans le aujourd'hui actuellement. Et le petit dernier point, parce que ça parle aussi sur quand on parle d'installation insuffisante, en tout cas, nous, il y a 25% des profs qui nous répondent là sur l'enquête qu'on fait qu'ils ont des installations insuffisantes. Et dans les on a fait une petite enquête à chaque fois hein, sur les temps de déplacement. Aujourd'hui, il y a en moyenne sur les collèges, sur les lycées professionnels, c'est 25 qui mettent des établissements pour lesquels il y a plus de 20 minutes de temps de déplacement. Quand vous prenez sur les lycées, sur 2 heures de pratique physique, quand vous mettez plus de 20 minutes, ben, ça réduit d'autant la pratique physique. Et donc, on pourrait considérer en éducation physique et sportive, quand on dit 2 heures, en fait, c'est absolument pas le temps de pratique effectif. Et ça, il faut bien aussi l'enregistrer. Et parce que quand on parle d'inégalité, pour les lycées professionnels, c'est 30% des lycées professionnels qui ont plus de 20 minutes de déplacement sur les installations sportives. Et donc, ça aussi, en termes d'inégalité, c'est important. Et pour revenir au temps de pratique effectif, il y a eu plusieurs enquêtes, notamment sur le temps de pratique en primaire, et ça rejoint aussi la question de l'APQ tout à l'heure. On n'est absolument pas aux 3 heures préconisées par les programmes, mais les moyennes qui sont faites, pas par nous, SNEP, hein, par la Cour des comptes, par l'inspection générale, c'est plutôt autour de 2 heures ou de 2h15. Donc, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Dire 30 minutes d'activité physique quotidienne quand les heures de PS ne sont pas déjà faites. Voilà. Et donc, il faut bien voir aussi tout le temps qui est imputé à l'éducation physique et sportive par ces temps de déplacement aussi sur les installations sportives. Et je crois que j'ai fait le tour. Mais pour nous, il y a vraiment des effets importants de communication, mais que dans les faits, on ne, on ne voit pas grand-chose. Voilà, merci en tout cas pour votre écoute.